Si vous écoutez Changer la norme, c'est que l'entrepreneuriat vous intéresse. La Fondation Entreprendre a décidé d'encourager les initiatives sociales et solidaires en soutenant Changer la norme. Depuis 10 ans, elle agit en faveur de la cause entrepreneuriale. Elle développe l'esprit d'entreprendre chez les jeunes, elle favorise l'égalité des chances et accompagne les parcours de celles et ceux qui entreprennent. Retrouvez toutes les initiatives de la Fondation Entreprendre sur www.fondation-entreprendre.org. Je veux voir le bonheur dans chaque œil de chaque spectateur. Moi à mon bisounours, je lui fais des bisous. Le plastique, c'est pas du tout fantastique. 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent chaque année dans les océans selon Surfrider. 80% du plastique dans l'océan provient de sources terrestres selon WWF. Pourtant, seul 1% du plastique flotte. Vertige plastique et aquatique donc. Simon Bernard est marin, inventeur, entrepreneur social et à la tête de Plastic Odyssey qu'il a cofondé. Plastic Odyssey, c'est un rêve porté par Simon, ses associés, ses mécènes, ses sponsors et ses clients depuis 2017. Celui d'un bateau laboratoire, emblème d'un projet sous forme aujourd'hui d'entreprise à mission qui vise à réduire la pollution plastique. Je m'appelle Flavie Després et je suis heureuse de vous accueillir dans ce nouvel épisode de Changer la norme, le podcast qui donne la parole aux entrepreneurs qui placent l'humain, l'environnement et la société avant le profit. Comme d'habitude, dans ce podcast, nous allons parler avec sincérité. Quel est le parcours de Simon et de Plastic Odyssey ? Du projet à la quête d'un modèle économique pérenne, Plastic Odyssey, médiatiquement reconnu, et sa lutte contre le plastique sont faits, comme tant d'autres, de joie et d'embûches, de galères et de succès. Et c'est parler de tout cela sincèrement qui permet de changer la norme. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur les plateformes de podcast et à le partager pour que tous ensemble, nous puissions vraiment changer la norme. Bonjour Simon. Bonjour. Tu vas bien ? Ouais, très bien. Merci de venir dans Changer la norme. On va parler de ton parcours, de Plastic Odyssey, dont tu es le cofondateur et le CEO, et ensuite de ton regard sur l'économie bleue, responsable, sur l'écologie et sur tout ce secteur à impact, ce beau secteur qui est le nôtre. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, rapidement te présenter ? Alors, je m'appelle Simon Bernard, j'ai 30 ans. J'ai grandi en Bretagne à Concarneau et je suis officier de marine marchande de formation. Ça fait maintenant quasiment 5 ans que j'ai monté Plastic Odyssey avec 2 associés, Alexandre et Bob. Et qu'est-ce que je peux dire ? C'est déjà pas mal. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant Plastic Odyssey ? Parce que, alors, tu es le premier officier de marine marchande que je reçois. Moi, j'imagine des gens avec des pompons sur des gros navires. Et je pense que j'ai un peu le cliché dans la tête. Pourquoi ? Comment ? Qu'est-ce que ça t'a appris ? Alors c'est vrai que c'est assez peu commun, c'est pas très connu, hein, même dans les villes, c'est une école qui se passe entre Marseille et Le Havre, et même à Marseille, il y a très peu de gens qui connaissent la marine marchande. La marine marchande, c'est tous les bateaux qui sont pas militaires. Donc justement, il n'y a pas de pompons, c'est les porte-containers. Ouais, c'est ça, on est quand même en uniforme, mais c'est les porte-containers, les ferries, les bateaux de croisière. L'idée, c'était de capitaine de bateau, de ces bateaux-là. Et c'est une formation qui est très très variée, parce que sur un bateau, t'as très peu de monde. On est entre 20 et 25 personnes, et donc il faut savoir tout faire. À la fois de la mécanique, parce que c'est quand même très complexe une machine de bateau, de la navigation, du management, de la médecine, de la lutte contre l'incendie, si jamais il y a un feu à bord. Donc c'est des études qui sont très 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 variées et qui finalement t'apprennent à apprendre. Donc il y a pas mal de choses que j'ai découvert et appris et qui me servent aujourd'hui dans mon nouveau métier d'entrepreneur social. Et c'était le métier ou c'était la mer qui t'intéressait ? Je crois que c'était surtout l'aventure, l'exploration, et c'est ce qui finalement m'a manqué un peu parce que j'avais une idée assez romancée du métier. Aujourd'hui, c'est que ça reste quand même, on suit une ligne rouge sur un radar, donc il y a moins ce côté aventure qu'il pouvait y avoir avant, il y a moins de découvertes, et moi c'est ce qui me passionnait depuis toujours, c'était finalement d'inventer des nouvelles choses, d'explorer, et en parallèle de mes études, j'ai fait pas mal de projets, c'est là où j'ai découvert l'entrepreneuriat. J'ai participé au 4L Trophy, c'est un peu ce que font pas mal d'étudiants. Mais j'avais monté un projet où on recyclait des savons d'hôtel. Donc on allait faire le tour des hôtels à Marseille. On récupérait les savonnettes qu'on n'utilise qu'une seule fois. Et on les recyclait dans le sous-sol de l'école pour refaire des savons et les amener dans notre 4L au Maroc. Donc ça, c'était un peu le premier projet. Et ensuite, j'ai monté un autre projet où on a inventé les bateaux du futur qui réduisent la consommation d'énergie, donc en travaillant sur les formes de coques.
Et ensuite, je suis tombé dans le milieu des expéditions avec Corentin de Châtel-Perron pour travailler sur les low-tech. Est-ce que c'est le monsieur qui a une poule sur son bateau? Ouais, exactement. Alors, il en avait même 4. Parce qu'il y en a plusieurs qui ont des poules, mais lui, il en avait 4. Et son objectif, c'était vraiment de vivre en autonomie sur son catamaran en utilisant que des systèmes assez simples qui peuvent être construits partout dans le monde. Ouais, je vois très bien. J'ai vu un documentaire sur lui et j'ai cette image de ce monsieur avec ses poules. Enfin, ses poules, j'en ai vu qu'une, mais sur son bateau. Ouais. Il m'a beaucoup inspiré et la démarche m'a beaucoup inspiré. Le documentaire que j'ai vu sur lui est génial. Ouais, c'est vraiment, en fait, c'est suite au documentaire. J'ai vu le documentaire, je me suis dit, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais bien aimé faire. Et je l'ai rencontré par hasard puisque j'ai grandi à Concarneau et que lui avait ses bureaux chez Roland Jourdain, un navigateur, qui a monté un incubateur d'explorateurs, Explore. Et je suis tombé un peu par hasard sur eux et j'ai passé finalement 1 an sur mon temps libre à découvrir ce milieu des expéditions, de l'exploration, entre Under the Pole qui allait faire de la plongée sous la glace et Nomades des mers qui essayait de réinventer la manière d'innover finalement en prenant le contre-pied de la high-tech en se disant si on arrive à faire des solutions pour le plus grand nombre, on va pouvoir résoudre des grands problèmes comme l'accès à l'eau ou à l'énergie. Donc, t'es quelques années capitaine de bateau. Je sais pas comment on dit exactement. C'est ça, officier. Et officier, qu'est-ce qui fait que tu quittes ce métier-là pour te lancer dans l'entrepreneuriat? En fait, ça s'est vraiment fait. Je crois que le déclic, ça a été cette expérience avec Corentin. J'ai embarqué sur le bateau. Sur mon temps libre, j'ai fait 2 semaines entre le Maroc et le Sénégal à vivre à bord avec les low-tech, les poules, les champignons, la spiruline, etc. Et j'ai fait escale à Dakar. Et c'est là où vraiment j'ai pris un peu de plein fouet cette pollution plastique, parce qu'à Dakar, il y a du plastique partout. C'était une des anses les plus polluées de la ville. Et en même temps, tu as une ingéniosité qui est incroyable parce que tu peux voir à chaque coin de rue des gens, c'est le pays de la récup. Donc tu peux très bien recycler de l'alu assez facilement. Tu amènes des canettes à quelqu'un qui va te les faire fondre et faire des casseroles avec. C'est incroyable. Et je suis sorti de là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. J'ai envie de continuer cette démarche qu'on avait et de rendre accessible le recyclage du plastique parce qu'aujourd'hui, le plastique, c'est le seul matériau qui est pas utilisé au Sénégal et dans plein d'autres pays. Et c'est de là que vient la pollution de l'océan. Et donc concrètement, tu poses ta dème, tu te trouves des amis entrepreneurs et vous vous lancez dans Plastic Odyssey. Alors, ouais, c'est quasiment ça. En fait, ce qui est assez marrant dans ces études, c'est que tu commences à travailler, on va dire en master, tu travailles, donc tu navigues et tu vas pas à l'école. Et tu retournes une dernière année à l'école pour avoir le diplôme de capitaine. Et c'est pendant cette dernière année d'école où j'avais quand même pas mal de temps. Et à côté des cours, je m'investissais dans différents projets. Et c'est pendant cette année-là, avec mon pote Alex, qui était juste à côté de moi en cours, qu'on a commencé à réfléchir à cette idée de Plastic Odyssey. Et ça a mûri. Et à la fin des études, il m'a dit « Ok, qu'est-ce que tu dis si j'arrête de naviguer et je te rejoins ?» Et on monte Plastic Odyssey. Et c'est parti comme ça. Et le troisième larron? Et le troisième larron, on l'a rencontré quelques mois après, donc vraiment au tout début. On a une connaissance, un copain en commun. Mais il est aussi capitaine? Et alors lui, il est ingénieur. Il avait passé 6 mois au Pérou à monter Make Sense. Donc il avait plutôt la partie ingénieur et entrepreneuriat social. Donc on se rejoignait vachement. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous raconter les débuts de Plastic Odyssey? Parce qu'on ne monte pas un projet ni des bateaux comme ça de toutes pièces quand même. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'à la base, on s'est dit, alors comment on fait? Parce que on avait un ça a toujours rêve... été le but de le plastique, ça j'ai entendu, mais de le bateau, etc. Ça a toujours été ça le projet. En fait, ouais, c'était très inspiré de Nomades des mers. Donc Nomades des mers, c'était un bateau ambassadeur, un bateau laboratoire pour aller partager des solutions là où il y en a besoin. Donc vraiment, la même philosophie, c'est on va récupérer un bateau. À la base, je pensais récupérer un ancien bateau de Cousteau, mais c'est un peu plus compliqué que prévu. Et embarquer des solutions pour vraiment aller dans les pays qu'on visait, donc l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie, pour partager ces solutions-là. Donc ça, c'était l'idée de départ. Et après, effectivement, c'était quand même assez ambitieux parce que ça demandait un budget énorme, qu'on sortait d'école, qu'on était jeune, qu'on faisait très jeune et qu'on avait 0 réseau. Moi, mes parents sont profs en Bretagne, donc j'ai absolument aucun réseau. On n'a pas fait d'école de commerce ou quoi que ce soit, donc vraiment on partait de 0, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter ce bateau qui mange le plastique, mais c'est peut-être pas la bonne image pour que les gens comprennent bien ce que c'est que Plastic Odyssey? C'est vrai qu'on parle beaucoup du bateau, mais l'idée du bateau, c'est pas d'aller ramasser du plastique dans l'eau, parce que malheureusement le plastique ne flotte pas. On a une mauvaise image de ce que c'est que la pollution plastique. Oui, on imagine des petites bouteilles qui flottent au bord d'une plage. Et, voilà. Et en réalité, la pollution plastique, elle est invisible. Donc ce qu'on voit, on voit quelques images qui sont là pour sensibiliser, mais ça reflète pas la pollution plastique du tout.
on a à moins d'1% du plastique à la surface de l'océan. Donc tout le reste est au fond de l'eau ou décomposé en petites particules. Donc nous, l'idée de ce bateau, c'est plutôt d'aller partager des solutions, faire de la recherche aussi, pour qu'elles soient installées à terre. Donc éviter que le plastique arrive dans l'océan. Finalement, c'est un bateau, il faut s'imaginer un bateau de 40 mètres. C'est un peu comme la Calypso de Cousteau. Finalement, ça ressemble. C'est à peu près les mêmes bateaux. C'est des bateaux de recherche océanographique. Et on l'a transformé pour avoir 100-150 mètres carrés d'atelier à l'arrière avec différents systèmes pour recycler le plastique. Mais l'idée, c'est vraiment de s'en servir comme un démonstrateur. Donc d'aller dans chaque pays, faire venir les communautés locales, des entrepreneurs, des investisseurs, pour convaincre de répliquer tous ces systèmes-là à terre dans les villes et faire en sorte que le plastique soit ramassé et n'arrive plus dans l'océan. Et comment on finance un projet pareil ? Alors là, c'est la grande question. Depuis que tu n'es plus capitaine de bateau, comment est-ce que vous gagnez votre vie ? On a regardé un peu ce qui était possible. Nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était avoir l'impact le plus grand. Donc l'open source, c'est vraiment quelque chose qui nous paraissait être la solution la plus pertinente pour avoir un gros impact. Donc l'open source, c'est quoi ? C'est qu'on va aller partager gratuitement les plans. On va pas poser de brevet. Et donc, on va essayer de maximiser sur le fait d'être copié un maximum. Donc ça, forcément, on peut pas aller chercher d'investisseurs parce que c'est pas un modèle économique conventionnel. Personne n'a envie de payer pour que les autres en profitent. C'est ça, exactement. Donc on s'est dit, il faut partir sur un modèle qui est plus proche de celui de la course au large ou des associations. Et donc là, il y a deux solutions. C'est soit on fait du sponsoring, donc des partenariats en communication, comme la course au large, le Vendée Globe, soit on fait du mécénat. Donc on va chercher des philanthropes qui vont faire des dons à la cause, sans forcément recevoir grand-chose en échange. Et là, on s'est dit que, vu la taille du projet, le budget qu'on voulait trouver, puisque c'est quand même un projet à 10 millions d'euros, on n'allait pas trouver... alors, on n'était pas parti sur un budget aussi gros à la base. Mais finalement, on s'est rendu compte que ça allait coûter beaucoup plus cher que ce qu'on pensait. Et là, il n'y a pas 10 000 manières. Le mécénat en France, c'est pas forcément très développé. On a quelques petites fondations qui donnent des petits appels à projets, 10 000 euros par-ci, 10 000 euros par-là. Il n'y a pas énormément de philanthropie comme il peut y avoir aux États-Unis. De gros montants, tu veux dire ? De gros montants. Donc finalement, il y a plus de chances. Ce qu'on s'est dit, c'est que vu les autres projets similaires, ils étaient tous financés par des sponsors. On pense à Solar Impulse de Bertrand Piccard, Energy Observer de Victorien. C'est que des projets qui sont financés par des sponsors. Pour avoir du mécénat, il faut une forme associative d'intérêt général. C'est toujours le cas ? Alors on a commencé par une asso avec des mécènes. Et donc ça nous a permis de faire une première preuve de concept. Parce qu'on n'a pas tout de suite été chercher 10 millions d'euros pour faire un bateau géant. D'ailleurs, on n'avait pas de contact, on n'avait rien. Donc on s'est dit, on va faire les choses petit à petit. On a d'abord construit un petit bateau qui faisait 6 mètres, un catamaran qu'on a construit nous-mêmes, avec quelques euros. Enfin, on avait quand même trouvé bien 200-300 000 euros à la fin. Ah oui, t'as une notion du quelques euros qui... On est parti avec 3 fois rien, et puis petit à petit, on a réussi à convaincre des partenaires, parce qu'en fait, on avait quelque chose de concret, et on a montré qu'avec assez peu, on arrivait à faire beaucoup, et avoir une aura médiatique, donc à montrer qu'on arrivait à embarquer les gens. Et c'est ça qui nous a permis derrière d'aller trouver nos partenaires actuels et d'acheter un plus gros bateau. Et tu vas le construire toi-même aussi ? Alors là, non, on a récupéré un vieux bateau qu'on a recyclé. C'était pas du tout la chose la plus simple à faire. Et donc, ça a pris beaucoup plus de temps. C'est toujours pas fini. Mais le bateau existe. Il est quasiment prêt. Il est repeint aux couleurs du projet. Il y a toutes les machines à bord. Donc, il est... Et là, sur la structure, du coup, vous avez arrêté l'association ? Et voilà, je me suis un peu perdu entre-temps. La structure, on peut pas faire de sponsoring sur une association. Donc on a commencé. Parce que c'est une prestation de communication. On a commencé avec l'asso et des mécènes, et nos mécènes nous ont dit on aimerait bien devenir sponsor parce qu'on a envie de pouvoir communiquer aussi sur ce qu'on fait. Parce que les moyens sont beaucoup plus gros aussi, non ? Et les moyens sont plus gros, ça passe pas par les fondations d'entreprise, ça passe par les directions de la communication, ou ça passe par d'autres budgets. Et donc c'est plus simple de trouver du budget en sponsoring. Et donc une entreprise. Et donc, on a une entreprise maintenant et ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Et c'est quoi les projets des mois à venir de Plastic Odyssey ? Alors, le gros challenge qu'on a, c'est d'arriver à sortir ce bateau de chantier. Donc, ça va prendre encore quelques mois. C'est une question un peu idiote parce que quand tu as un bateau à faire flotter, je pense que tu es un peu concentré là-dessus. Ouais, et à la fois, on se détache vachement de ce bateau parce que c'est pas le cœur du projet. Et c'est un super outil, mais il faut pas que ça nous accapare toute notre énergie et notre temps. Et donc ce bateau-là, on a un équipage à bord en permanence. Il est à Dunkerque au chantier et on a une équipe qui gère le bateau. Ça s'appelle des ship managers. Donc en réalité, on n'est pas vraiment souvent sur le bateau et nous on se concentre sur comment est-ce qu'on va
passer à la suite, donc toujours avoir un coup d'après et se dire que le bateau, l'escale, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen d'arriver à répliquer les centres de recyclage. Et donc là, on commence, même sans le bateau, à partir sur le terrain et installer nos premières usines de recyclage. Donc Cap-Vert, Sénégal et Burkina Faso. Qu'est-ce qui vous a rendu très médiatique? C'est le bateau? Est-ce que c'est votre jeunesse? Parce qu'il y en a pas beaucoup, mais il y en a plusieurs quand même des projets, si ce n'est similaires, du moins qui ont un début commun. C'est sûr, et ça c'est un peu un mystère, hein, le mystère des médias. J'ai quand même l'impression que le bateau a fait beaucoup, parce que ça raconte une histoire et que ça parle à tout le monde. Il y avait peut-être cette confusion à la base qui est, quand on parle de pollution plastique, on a l'impression qu'il faut aller le chercher en mer. Donc, ah oui, moi t'as l'impression d'avoir un bateau qui mange des petites bouteilles qui flottent. Donc je pense qu'il y a eu cette confusion à la base qui finalement nous a permis d'avoir plus facilement l'écoute des gens, des médias. Mais quand tu creuses un peu, tu te rends compte que voilà, le sujet est plus complexe que ça et l'approche est plus complexe et donc plus intéressante aussi. Je veux bien qu'on s'arrête quelques instants sur l'économie, ou l'écosystème du recyclage du plastique ou de la lutte contre le plastique. Je sais pas dans quel camp tu te situes. Si t'es plus côté recyclage ou plus côté lutte. Bah, on va dire qu'on est plus côté lutte, même si on fait du recyclage. Qu'est-ce qu'il faudrait pour endiguer cette pollution plastique? Alors, pour ça, nous, on s'est basé sur les études scientifiques. On s'est dit, il faut qu'on parte des chiffres, pas de l'a priori qu'on peut avoir dans les médias. Il faut vraiment qu'on se base sur des études scientifiques. Et qu'est-ce que disent les études scientifiques? C'est, pour endiguer cette pollution, il faut agir de 2 manières. La première, c'est améliorer la gestion des déchets dans les pays qui en ont pas. Ça concerne 20 à 30 pays qui sont 90% de la source. Et arrêter de consommer autant de plastique. Et ça concerne plutôt les pays riches qui, finalement, ont pas forcément de plastique dans la nature, mais qui croulent quand même sous les déchets, dans des décharges ou qui incinèrent. Donc, c'est ces 2 axes en parallèle. C'est pas l'un ou l'autre, c'est vraiment les 2 en même temps, parce qu'aujourd'hui, on a déjà 5 milliards de tonnes de déchets. Sur les 6 milliards qu'on a produits, il y en a 5 milliards dans la nature. Donc, il faut les gérer, ceux-là, parce qu'ils sont en train de se déverser, ils sont en train d'impacter l'écosystème. Et en parallèle, il faut arrêter de consommer autant de plastique. Et c'est un peu ce qu'on essaye de faire, de promouvoir ces 2 axes-là en parallèle. Comme il y a plusieurs projets de, Sea Cleaners, est-ce qu'il y a une communauté des gens qui font des bateaux et qui sensibilisent à la lutte contre les déchets ou pour l'écologie? Je sais pas s'il y a une guilde, un syndicat. Il y a pas, non, c'est vrai, on nous demande souvent, on avait à un moment donné autour de The Camp lancé une initiative où on avait réuni un peu tous les scientifiques, tous les projets, pour essayer de justement sortir un rapport pour faire l'état des lieux de qu'est-ce que la pollution plastique et quelles sont les solutions. Donc ça a été fait. Mais c'est vrai que même si on se retrouve quand même très souvent sur des événements, sur des salons, on n'a pas forcément de structure qui nous regroupe parce qu'en fait, on a aussi des actions et des messages assez différents. Et on n'est pas tous très alignés. Typiquement, nous, on veut surtout pas faire croire qu'on peut nettoyer l'océan et donc on veut surtout pas s'associer à des projets de nettoyage de l'océan parce qu'on pense que c'est pas forcément, c'est un peu induire en erreur. Donc, on n'a pas forcément envie de s'associer à ces projets-là. Et de l'autre côté, ce que je peux comprendre aussi, des associations comme Zero Waste, eux n'ont pas envie de s'associer avec nous parce qu'ils considèrent que la seule solution, c'est d'arrêter le plastique et de pas du tout parler de recyclage. Nous, on parle de recyclage pas forcément en France, mais vraiment dans les pays qui n'ont pas d'accès du tout à la gestion des déchets. Alors, même avec tout le talent et l'énergie et les moyens que tu as trouvé pour fonder une entreprise qui emploie des dizaines de personnes, j'imagine aujourd'hui. On est une bonne quinzaine. Une quinzaine de personnes. Est-ce que c'est vraiment à vous de vous occuper de ça? S'il faut des moyens colossaux, est-ce que ça ne doit pas venir d'ailleurs aussi? Ça devrait venir d'ailleurs, mais c'est vrai qu'on se rend compte que la mauvaise gestion des déchets, elle est directement liée à la richesse du pays. Et donc un pays qui n'a pas forcément d'infrastructure et de moyens pour financer la collecte, pour financer le traitement des déchets. Finalement, si on en est là, c'est justement parce qu'il y a ce problème de financement, d'argent. Mais il faudrait combien? Alors, tu vois, si tu fais à une échelle très grande ce que toi tu fais aujourd'hui. Nous, l'idée, c'est de faire des choses de manière très grande, mais par la multiplication de petites initiatives. Donc, avoir une approche décentralisée du recyclage, du traitement des déchets, parce qu'en fait, dans beaucoup de pays, on peut pas forcément avoir de grosses usines et de logistique de collecte, tout simplement parce qu'un camion poubelle passe pas dans la rue, les rues sont trop étroites. Enfin, il y a des tas de raisons pour lesquelles c'est très compliqué et on peut pas avoir les mêmes organisations très centralisées qu'on peut avoir en France, par exemple.
Donc il faut voir le problème d'une autre manière et penser plus local, décentralisé. Donc finalement, c'est complémentaire. Ça peut pas être la seule solution, il faut qu'il y ait les deux. Dans des grandes villes, il faut aussi des grands centres. Mais je pense que c'est une bonne approche aussi. On le voit pour finalement tous les problèmes. Penser local, décentralisé, ça peut répondre à ces problèmes. Donc, tu as monté une asso, ensuite tu es devenu entrepreneur. Tu es très impliqué écologiquement. Et est-ce que dans la structuration de ton entreprise, tu appliques certaines recettes ou principes de l'économie sociale et solidaire ou impact, je ne sais pas dans quel camp tu te situes? Je pense sans forcément chercher à le faire, on le fait parce que les échelles de salaire sont quasiment... on est quasiment tous payés à peu près la même chose. Donc, pour l'instant, mais après, quand ça grandit, généralement, ça peut changer aussi, non? C'est non, sûr. Alors, c'est pareil? Ouais, le truc qu'il y a, c'est que pour l'instant, en tout cas, on n'y a pas réfléchi parce qu'on n'est pas dans une logique de faire du profit, d'avoir un modèle économique. Ce qui nous intéresse avant tout, et peut-être qu'on réfléchira si on trouve un modèle économique, mais c'est surtout d'avoir l'impact le plus grand possible. Donc c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément posé ces questions-là, parce que ça ne nous intéressait pas tout de suite. En tout cas, ça c'est pas le truc qui nous animait forcément. Mais effectivement, on sait qu'il faut qu'on trouve un modèle économique. Et là, c'est pour la suite, en fait, pour que on peut pas vivre éternellement sur du sponsoring. Donc, il faut qu'on trouve un moyen. Mais c'est un choix. C'est ça. Ouais. C'est qu'il faut renouveler sans cesse. Voilà, ça ne rentre pas tout seul. C'est sûr. Et c'est aussi une organisation, c'est-à-dire que le sponsoring, c'est pas de l'argent gratuit, loin de là. C'est vraiment un investissement et avec des contreparties et un retour sur investissement en communication. T'as l'impression que ça te prend un peu de ta liberté? Non, pas forcément. C'est pas ça le plus c'est le travail compliqué, c'est le temps, en fait, l'énergie et le temps. C'est pas la liberté vraiment parce qu'on est très très libre, on se sent pas du tout enfermé ou guidé dans ce qu'on doit dire, mais par contre, ça demande beaucoup de temps parce qu'en fait, chacun, on a 15-20 partenaires maintenant, chacun demande un petit peu de temps. Et on a l'impression que, ah oui, non, mais c'est pas grand chose, je vous demande juste de venir faire une conférence. Effectivement, mis bout à bout, ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Et est-ce qu'il y a des sponsors que tu t'interdis? C'est vrai qu'on n'a pas forcément été chercher des sponsors qui font l'inverse de ce qu'on veut faire, donc dont le cœur de métier est de contribuer à cette pollution. Mais il y a des demandes d'entreprises qui essayent de... Non. En fait, pas forcément, parce que aujourd'hui, toutes les entreprises qui ont vraiment une image de pollueur savent que c'est contre-productif. Oui, c'est pas un bon plan de se mettre en énorme sur un... C'est contre-productif, donc en fait, c'est pas forcément des demandes qu'on a. On a des demandes de sponsors qui sont quand même assez alignées avec ce qu'on fait, donc c'est plutôt bien. Projet. Merci Simon, on va passer aux questions finales. Tu es prêt? Oui. Quelle est la raison d'être de Plastic Odyssey? La raison d'être, c'est vraiment de lutter contre la pollution plastique de l'océan et de l'environnement en général. La femme ou l'homme politique que tu voudrais convaincre? Alors ça, c'est une bonne question. J'ai l'impression que j'ai pas je vais pas dire que j'ai abandonné, mais j'ai pas une énorme foi dans les capacités à faire des choses, même si quand même on voit qu'il y a des lois qui font bouger les lignes et qui permettent de réduire l'utilisation du plastique. Donc ça peut agir, mais peut-être pas très rapidement quand même. La taxe que tu aimerais inventer ou supprimer? Je me suis toujours dit que, je m'y connais pas assez en économie, mais que ce serait quand même pas mal d'avoir une TVA variable qui pourrait dépendre de l'impact environnemental des produits et de payer moins de TVA si le produit respecte l'environnement et plus s'il contribue à polluer. Le meilleur conseil entrepreneurial qu'on t'ait donné? De savoir bien s'entourer et de miser tout sur l'humain finalement, le capital humain. Parce qu'on a toujours tendance à complètement oublier cette partie-là et trouver une équipe et des bonnes personnes autour de nous, c'est vraiment très dur. Et la chose la plus urgente à faire pour vraiment changer la norme? Prendre conscience que la technologie ne va pas tout résoudre et que il faut vraiment mieux comprendre les comportements humains, mieux comprendre nos manières la manière dont fonctionne le cerveau et de faire changer les comportements parce que c'est pas du tout intuitif. Merci Simon. Merci.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Changer la norme, le podcast de Care News se retrouve sur SoundCloud, iTunes, Spotify et partout la technologie à l'heure de nous mener. N'hésitez pas à nous suggérer des invités, à faire des commentaires, à diffuser autour de vous et à noter le podcast afin de vraiment changer la norme. Merci.